le son des cloches du temple résonne au loin, une nuit de fin juillet mêlée à l'odeur enivrante de l'encens et de la résine, créant une atmosphère lourde et mélancolique dans la petite maison nichée au fond d'une ruelle à Paris. Dans un coin du salon exigu, sous la lumière jaune et blafarde, un petit cercueil blanc repose au milieu de couronnes de fleurs blanches, renfermant le corps fragile de la petite Isabelle, un ange âgé de seulement 10 mois. Sophie, la jeune mère de 27 ans, les yeux gonflés d'avoir pleuré pendant 3 jours, reste immobile à côté du cercueil, tenant fermement la petite main de sa fille. La semaine dernière, ses petits doigts agrippaient encore les siens, demandant à être prise dans ses bras. Et maintenant, ils sont froids et inertes à ses côtés. Michel, son mari de 32 ans, tente de retenir ses larmes, son corps tremblant par intermittence. Ingénieur en technologie de l'information, avec un travail stable dans une grande entreprise de logiciels, il était toujours fier d'être le pilier de la famille. Mais maintenant, face à la douleur de perdre leur enfant, il n'est plus qu'une ombre de lui-même. « Pourquoi, mon enfant, tu nous as quittés si tôt ?» murmure Sophie, la voix rauque de tant de pleurs. « Hier encore, tu souriais. Tu voulais manger de la bouillie. Comment se fait-il que maintenant tu sois allongé ici ?» Les proches et les voisins présents autour d'eux ne peuvent retenir leurs larmes devant cette scène dévastatrice. Madame Emma, la voisine de l'autre côté de la rue, qui a suivi chaque étape de la vie d'Isabelle depuis qu'elle était un bébé tout juste né, prend discrètement un mouchoir pour essuyer les larmes qui ne cessent de couler. Elle vit dans ce quartier depuis près de 40 ans et a été témoin de nombreux départs et séparations. Mais jamais elle n'avait vu une scène aussi poignante que celle-ci. « Mon Dieu, la semaine dernière encore, la petite courait chez moi pour jouer, » sanglota grand-mère Emma. Elle avait un sourire tellement adorable. On ne pouvait que l'aimer. Et maintenant, la nuit est bien avancée. Il ne reste plus que quelques heures avant l'heure de l'enterrement. La plupart des gens sont partis. Seuls les proches restent dans cette atmosphère silencieuse. Les prières des anciens du village résonnent doucement, se mêlant aux soupirs de douleur des quelques personnes encore éveillées. Claire, la sœur de Sophie, est assise dans un coin de la pièce, les yeux rouges. Infirmière avec 12 ans d'expérience au service pédiatrique de l'hôpital enfant, elle ne pouvait ignorer la sensation qu'il y avait quelque chose d'inhabituel dans la façon dont Isabelle était partie. Les questions tournaient sans cesse dans sa tête, mais ce n'était pas le moment d'exprimer de tels doutes. Soudainement, alors que Sophie caressait une dernière fois la main de son enfant, quelque chose d'étrange se produisit. Elle eut la sensation légère, comme si les minuscules doigts bougeaient. Au début, elle pensa que c'était une illusion causée par la tristesse et l'épuisement. Mais alors, Michel, le mari de Sophie, s'écria, la voix tremblante, « Chérie, chérie, je sens la main de notre enfant bouger. » Michel se précipita auprès de sa femme, l'inquiétude dans les yeux. « Calme-toi. Peut-être es-tu juste trop fatigué, » tenta-t-il de la rassurer, bien qu'au fond de lui, une lueur d'espoir fragile naissait. Mais à son tour, il ressentit quelque chose d'étrange. La peau d'Isabelle n'était plus froide comme avant. Au contraire, une légère chaleur émanait de son petit corps. « Claire !» Sophie appela sa sœur, la voix précipitée. « Viens vite voir. » Claire se précipita auprès du cercueil. Ses années d'expérience en tant qu'infirmière lui permirent de repérer rapidement l'anomalie en touchant la peau d'Isabelle. Ses yeux s'écarquillèrent de stupéfaction. « Appelez les urgences immédiatement. » Claire s'écria, la voix trahissant son agitation. Elle est chaude et il semble y avoir un très léger pouls. La pièce se transforma en un véritable tumulte. Les autres se précipitèrent dans toutes les directions. Le voisin, Arthur, se hâta de courir chez lui chercher sa moto pour transporter quelqu'un qui irait chercher une ambulance. Jacques, le frère cadet de Michel et pharmacien, se précipita à la recherche d'un médecin dans le quartier. « Calmez-vous tout le monde. » Claire essaya de garder l'ordre. « Nous avons besoin d'air frais. Ceux qui ne sont pas nécessaires, sortez un moment. » Les minutes d'attente pour l'ambulance furent les plus longues de la vie de Sophie et Michel. Ils n'osaient détourner les yeux de leur fille, de peur que, s'ils clignaient des yeux, ce miracle ne disparaisse. Claire surveilla sans cesse les signes vitaux d'Isabelle, priant intérieurement que l'ambulance arrive au plus vite. « Le pouls est faible mais régulier. » Claire annonça, la voix tremblante d'émotion. « Tu vois, elle bouge légèrement. C'est difficile à voir, mais c'est bien là. » Sophie laissa les larmes couler abondamment. Mais cette fois, c'étaient des larmes d'espoir.
Elle serra la main de son mari, le cœur battant à toute vitesse, attendant. Autour d'eux, tout le monde retenait son souffle, observant chaque mouvement de la situation. Le bruit strident d'une sirène de voiture de secours perça la nuit, réveillant tout le petit quartier. La lumière rouge et bleue se reflétait sur les murs vieillots, créant une scène digne d'un film. Les secouristes arrivèrent rapidement et commencèrent à évaluer l'état d'Isabelle. Ils utilisaient du matériel spécialisé pour mesurer les signes vitaux. Le cœur bat, annonça un des secouristes, la voix pleine d'enthousiasme. Il est faible mais bien présent. Il faut absolument l'amener à l'hôpital tout de suite. Madame Emma joignit les mains en prière, murmurant des mots de supplication, « Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, ne permets pas que ma famille endure cette épreuve. » Sur le trajet vers l'hôpital, tandis que les secours prodiguaient des soins attentionnés à Isabelle, Sophie ne cessait de repenser à la chaîne d'événements tragiques qui venaient de se dérouler. Tout avait commencé avec une fièvre qui semblait banale. Il y a 3 jours, Isabelle avait présenté de légers signes de fièvre. Au début, Sophie avait pensé que c'était simplement une réaction aux dents qui perçaient, car l'enfant était dans cette période. Elle lui avait administré un antipyrétique classique, pensant que tout allait s'arranger. Mais le soir venu, la fièvre montait de plus en plus et l'enfant se mettait à pleurer sans fin. « Chérie, je suis vraiment inquiète, » dit Sophie à son mari. Elle a une température trop élevée. Ses lèvres sont bleues. Son corps brûle. Tu crois qu'on devrait l'emmener consulter? Michel acquiesça immédiatement. Ils prirent Isabelle et se rendirent à la clinique privée du docteur Léo, un pédiatre réputé dans le quartier. Le cabinet était assez bondé à ce moment-là et ils durent attendre près de 2 heures avant de passer. Pendant tout ce temps, Isabelle ne cessait de pleurer, son corps brûlant comme du charbon. Cependant, au lieu de procéder à un examen approfondi de l'enfant comme d'habitude, le docteur Léo se contenta d'un coup d'œil rapide avant de prescrire des médicaments pour abaisser la fièvre. Il n'avait même pas daigné lever les yeux de son téléphone portable où un match de football important était diffusé. « Il n'y a rien d'inquiétant, » dit-il d'un ton désinvolte. « Avec ce médicament, elle ira mieux. Les petits ont souvent ce genre de choses. » Sophie se sentit de plus en plus inquiète. « Docteur, pourriez-vous l'examiner plus attentivement? Elle a une fièvre très élevée. Elle devient bleue et respire difficilement. Je suis vraiment inquiète. » Le docteur Léo, toujours absorbé par son téléphone, répondit, « Je fais ce métier depuis des décennies. Je sais ce que c'est. Il suffit de lui donner ce médicament. » Ils n'eurent d'autre choix que de repartir avec l'ordonnance en main, bien qu'ils se sentissent toujours aussi angoissés. Cette nuit-là, l'état d'Isabelle se détériorait de plus en plus. Elle avait du mal à respirer, ses lèvres étaient violettes et elle était dans un état de semi-inconscience. Paniqués, ils l'emmenèrent d'urgence à l'hôpital pédiatrique. Là-bas, après des radiographies et des analyses, les médecins découvrirent qu'Isabelle souffrait d'une pneumonie sévère et présentait des signes de septicémie. Elle fut immédiatement prise en charge en salle de réanimation, mais il semblait déjà trop tard. « L'état de votre fille est très grave », leur annonça le chef du service des urgences. « Nous ferons tout notre possible, mais préparez-vous au pire. » Après plusieurs heures de lutte pour sauver sa vie, le cœur d'Isabelle s'arrêta de battre. C'est du moins ce qu'annoncèrent les médecins. Ils confirmèrent l'heure du décès et présentèrent leurs condoléances à la famille. Sophie s'effondra en apprenant la nouvelle, tandis que Michel restait figé comme sous le choc, ne croyant pas ce qu'il venait d'entendre. Il s'était préparé à l'idée d'une issue tragique, mais personne ne peut réellement se préparer à perdre son enfant. Les jours qui suivirent passèrent comme un cauchemar. Ils s'occupèrent des formalités, accueillirent les proches venus présenter leurs condoléances et tentèrent d'accepter une vérité trop douloureuse à concevoir, jusqu'à cette nuit fatidique. L'ambulance est arrivée à l'hôpital dans un état d'urgence. Isabelle a été immédiatement emmenée en soins intensifs, où une équipe de médecins et d'infirmiers, déjà informés, l'attendait. Des appareils de surveillance des signes vitaux ont été reliés à son corps et le processus de réanimation a commencé sans délai. Dans la salle d'attente, Sophie et Michel se tenaient la main, le cœur battant à tout rompre, attendant des nouvelles. Claire se tenait à leur côté, leur expliquant sans cesse les procédures médicales en cours pour tenter de les rassurer. Autour d'eux, la famille et les amis affluaient de plus en plus nombreux. Emma, ainsi que quelques voisins, étaient aussi venus à l'hôpital, apportant de l'eau et du pain pour la famille. Ils s'asseyaient ensemble, priant et lisant des prières pour Isabelle. Jacques,
avec ses connaissances en médecine, tentait d'expliquer à tout le monde l'état de santé de l'enfant. Il disait, il existe des cas similaires dans le monde. On parle du syndrome de Lazare, la résurrection. Mais c'est très rare et survient généralement juste après l'arrêt du cœur, pas après plusieurs jours comme c'est le cas ici. Les minutes s'étiraient comme des siècles. Chacun dans la salle d'attente retenait son souffle, chaque fois qu'un médecin passait, espérant recevoir des nouvelles d'Isabelle. Sophie ne cessait de prier, murmurant des paroles de supplication à Dieu et à toutes les divinités qu'elle pouvait évoquer. Enfin, après près de 4 heures de tension, le chef du service de réanimation est sorti. C'était un homme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants et au regard bienveillant derrière ses lunettes. Sophie et Michel se levèrent précipitamment, le cœur battant la chamade. « J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle », dit-il d'une voix calme. « La bonne nouvelle, c'est que votre fille a survécu à la phase critique. Ses signes vitaux sont désormais stables, bien qu'elle soit encore très fragile. » Sophie et Michel se serrèrent dans les bras l'un de l'autre, les larmes coulant à flots. Autour d'eux, les gens applaudirent, émus par le miracle qui venait de se produire. Emma se mit à genoux, joignant les mains pour rendre grâce au ciel. « Et la mauvaise nouvelle, docteur ?» demanda Michel, la voix emplie d'inquiétude. Le médecin soupira, après des examens approfondis, nous avons découvert quelque chose de très grave. Il semble qu'Isabelle n'ait jamais vraiment été morte. La déclaration du médecin fit l'effet d'une bombe, stupéfiant tout le monde dans la pièce. Michel serra fort la main de sa femme, cherchant à comprendre ce qu'il venait d'entendre. Le bébé était tombé dans un coma profond à cause de complications liées à une pneumonie. Le médecin expliqua que les signes vitaux étaient très faibles et difficiles à détecter sans équipement spécialisé, mais ils étaient toujours là. Cela signifiait qu'il y avait eu une erreur de diagnostic extrêmement grave concernant la mort de l'enfant. Toute la famille resta figée, horrifiée par la vérité. Si ces signes de vie n'avaient pas été remarqués cette nuit-là, Isabelle serait peut-être réellement partie, non pas à cause de la maladie, mais à cause de l'irresponsabilité humaine. Je vais signaler cet incident à la direction de l'hôpital et à l'agence de santé, annonça le médecin. C'est une erreur grave qui doit être clarifiée. Mais maintenant, l'essentiel est de concentrer nos efforts pour sauver l'enfant. Le ministère de la Santé a rapidement pris en charge l'enquête. Un comité d'enquête spécial a été formé, composé des meilleurs experts médicaux des grands hôpitaux à travers le pays. Ils ont commencé à examiner l'ensemble des dossiers médicaux, des procédures de soins et des décisions prises par l'équipe médicale concernée. L'enquête a révélé une série de graves irrégularités. Le docteur Léo, qui avait montré de l'indifférence lors de la première consultation, non seulement a fait preuve de négligence dans l'examen médical, mais n'était également pas en possession d'une licence valide pour exercer. Son cabinet fonctionnait depuis plusieurs années sans les documents légaux nécessaires. C'est une situation préoccupante, a déclaré le directeur du ministère de la Santé lors d'une conférence de presse urgente. Nous avons découvert plusieurs cabinets similaires opérant illégalement, ce qui soulève une grande question sur la gestion des établissements de santé privés. À l'hôpital pour enfants malades, l'enquête a également mis en lumière de nombreuses lacunes dans la procédure de détermination du décès. Le médecin de garde n'a pas suivi correctement le protocole de vérification des signes vitaux et l'acte de décès a été prononcé sans la confirmation d'au moins 2 médecins, comme le prescrit la réglementation. La pression du travail ne justifie en aucun cas cette négligence, un membre du comité d'enquête a fait remarquer. Lorsqu'il s'agit de la vie humaine, il ne peut y avoir de place pour l'arbitraire. L'enquête est toujours en cours. À l'unité de soins intensifs, Isabelle se remet progressivement. Chaque jour qui passe, le bébé devient de plus en plus fort. Les médecins et les infirmières sont tous étonnés par sa vitalité exceptionnelle. Ce bébé est vraiment incroyable, dit une jeune infirmière à Sophie. Tu sais, chaque fois que je rentre dans la chambre, elle me sourit. Un sourire éclatant comme si elle n'avait jamais vécu quelque chose d'horrible. Sophie et Michel se relaient sans cesse près du lit de leur enfant. Ils ne veulent jamais la quitter, même pour une seconde. Chaque souffle, chaque mouvement d'Isabelle est pour eux un miracle. Ma fille est si forte, dit Michel en caressant la joue de l'enfant. Nous sommes désolés de ne pas t'avoir protégé, mon amour. À partir de maintenant, nous ne te laisserons plus jamais souffrir. L'histoire d'Isabelle ne se limite pas à une simple affaire de famille ou d'hôpital. Elle est devenue un véritable phénomène social, attirant l'attention du public à l'échelle nationale.
Les émissions de télévision et la presse n'ont cessé de relater le cas de ce bébé ressuscité lors de ses funérailles, soulevant des questions sérieuses concernant le système de santé. Ce n'est pas une histoire de miracle, un expert en santé a commenté à la télévision. C'est un avertissement sur la dégradation de l'éthique professionnelle et la négligence dans la gestion des soins de santé. L'incident d'Isabelle a entraîné une série d'inspections à l'échelle nationale. Des centaines de cliniques illégales ont été découvertes et fermées. Les hôpitaux ont été contraints de revoir tout leur processus, notamment en ce qui concerne la détermination du décès. Nous avons tiré une leçon précieuse, a déclaré le directeur de l'hôpital pédiatrique. À partir de maintenant, chaque décision concernant la vie des patients devra être minutieusement examinée par plusieurs personnes. Il n'y a pas de place pour la négligence. Après 2 semaines de soins intensifs, Isabelle a été autorisée à quitter l'hôpital, au grand soulagement de sa famille et de ses voisins. Le jour de son retour à la maison, tout le quartier a organisé une cérémonie de remerciement à l'église. Les voisins ont apporté du riz, des fruits et tous se sont réunis pour partager un repas convivial pour célébrer le 2e anniversaire d'Isabelle. « Nous devons faire quelque chose », dit Michel à sa femme lors de leur premier repas en famille. Il est inconcevable que de telles choses se reproduisent pour d'autres enfants. Sophie hocha la tête en signe d'accord. Elle comprenait que l'histoire de leur fille n'était pas seulement un miracle, mais aussi un avertissement sur les failles du système de santé. Michel décida de quitter son travail dans une entreprise de logiciels pour fonder une organisation à but non lucratif appelée Lumière d'Espoir, dédiée à soutenir les familles d'enfants atteints de maladies graves. Il souhaitait que les douloureuses expériences qu'il avait vécues puissent être utiles aux autres, afin que personne n'ait à traverser ce que sa famille avait enduré. Je comprends la sensation de désespoir quand on voit son enfant souffrir sans savoir quoi faire, disait-il souvent aux familles qui venaient chercher des conseils. Mais nous ne devons pas abandonner. L'espoir existe toujours, même dans les situations qui semblent les plus désespérées. Sophie a elle aussi vécu des changements personnels. D'une simple employée de bureau, elle a commencé à écrire un blog pour partager le parcours d'Isabelle et les leçons de vie qu'elle avait tirées. Son blog a rapidement attiré l'attention de la communauté, notamment des mères ayant de jeunes enfants. Chaque jour, voir mon enfant grandir, c'est un jour où je suis pleine de gratitude, écrivait Sophie. Gratitude de ne pas avoir abandonné, gratitude d'avoir cru en mon instinct et gratitude d'avoir un enfant dans ma vie. Claire, après avoir été témoin de ce qui était arrivé à sa nièce, a décidé de se réorienter vers le service de soins intensifs pédiatriques. Elle voulait passer plus de temps à s'occuper des enfants gravement malades, en particulier de cas similaires à celui d'Isabelle. Son expérience avec Isabelle lui a donné une nouvelle perspective sur sa profession. Parfois, la frontière entre la vie et la mort est plus fragile que ce que nous pensons, disait-elle souvent à ses jeunes collègues. Nous devons toujours rester vigilants et prudents dans chaque décision. L'histoire d'Isabelle est devenue une étude de cas. Elle est désormais enseignée dans les écoles de médecine, où les professeurs l'utilisent comme exemple de l'importance de l'éthique professionnelle et de la prudence dans les décisions médicales. Les étudiants doivent se rappeler qu'un professeur de médecine dit toujours à ses élèves, « Chaque décision que nous prenons peut affecter la vie d'une personne, non seulement celle du patient, mais aussi celle d'une famille, d'une communauté. » Madame Emma et les voisins ont également connu des changements. Ils sont devenus plus proches, organisant régulièrement des rencontres communautaires pour partager des expériences sur l'éducation des enfants et le soin de la santé au quotidien. Lors des jours de fête, comme le 1er et le 15e jour du mois lunaire, ils se retrouvaient chez Sophie pour prier ensemble pour la paix. Depuis l'incident avec sa nièce Isabelle, Madame Emma répète souvent aux habitants du quartier l'importance de se chérir les uns les autres. En cas de problème, tout le quartier se rassemble pour aider. Un an après l'incident, un après-midi d'automne, Sophie était assise dans son jardin, observant Isabelle jouer avec les enfants du quartier. La petite savait maintenant marcher, courir et son rire cristallin résonnait dans la ruelle. Les petits pas de l'enfant faisaient trembler les feuilles de tamarin tombées sur le sol, créant une scène d'une tranquillité étonnante. « Maman, j'ai faim. » Isabelle courut vers sa mère et se blottit contre elle, son visage légèrement rosé par la course, ses yeux brillants de joie. Isabelle grandit entourée non seulement de l'amour de sa famille, mais aussi de celui de la communauté. Elle était surnommée le bébé miracle par tout le monde. Mais pour Sophie et Michel, ils savaient que le véritable miracle n'était pas le fait que leur fille soit revenue à la vie, mais plutôt l'amour et la solidarité que son histoire avait suscité. L'organisation Lumière de l'Espoir, fondée par Michel, s'était développée bien au-delà de ce qu'il avait imaginé à partir de son petit bureau dans la ruelle.
Aujourd'hui, l'organisation dispose de branches dans de nombreuses régions. Ils n'offrent pas seulement un soutien moral, mais ils établissent également des liens avec des hôpitaux et des médecins réputés pour venir en aide aux familles en difficulté. Chaque enfant sauvé est un miracle, a déclaré Michel lors d'une interview. Nous croyons qu'avec l'engagement de la communauté, de tels miracles continueront de se produire. Le blog de Sophie est devenu une grande communauté en ligne où des mères partagent leurs expériences, se soutiennent et s'encouragent mutuellement. Elle organise régulièrement des rencontres, invitant des experts médicaux à partager leurs connaissances sur les soins de santé pour enfants. Nous ne pouvons pas changer le passé, écrivait-elle dans un de ses articles. Mais nous pouvons en tirer des leçons et rendre l'avenir meilleur. Claire est maintenant la chef de l'unité de soins intensifs pédiatriques. Sous sa direction, le service a considérablement amélioré ses protocoles et l'engagement de son personnel. Isabelle, la petite fille intelligente, parle maintenant souvent de son histoire à la communauté. Elle a changé la vie de tant de gens. Tu es un miracle, disait Sophie. Mais pour moi, le plus grand miracle n'est pas qu'elle soit revenue à la vie. C'est l'amour qu'elle a apporté à tout le monde. Et c'est peut-être le sens le plus profond de cette histoire. Ce n'est pas seulement le récit d'un miracle médical, d'une petite fille revenue à la vie le jour même de ses funérailles. C'est aussi une histoire de la puissance de l'amour, de la foi et de l'espoir, de la solidarité communautaire et du changement positif que des événements comme celui-ci peuvent apporter. De nos jours, chaque fois que l'on passe devant la ruelle 245, on raconte encore l'histoire d'Isabelle. Ce n'est pas pour choquer ou surprendre, mais pour rappeler à chacun que la magie existe encore dans nos vies. Parfois, elle provient des endroits où l'on s'y attend le moins. Pour Sophie et Michel, chaque matin entendre le rire de leur enfant est un miracle. Chaque petit pas, chaque mot encore balbutié, même les moments où leur enfant est malade, sont des instants qu'ils chérissent profondément. Car ils ont appris que la vie est fragile, mais aussi d'une beauté infinie, et que l'amour peut accomplir des merveilles. Le miracle n'est pas quelque chose de lointain, Michel aime dire lors des réunions de l'organisation Lumière de l'Espoir. Il réside en chacun de nous, dans l'amour et l'attention que nous portons les uns aux autres. Et c'est sans doute la plus grande leçon que nous laisse l'histoire d'Isabelle. Dans cette vie, la magie existe toujours, pas ailleurs, mais bien dans l'amour que nous nous portons les uns aux autres.